Cette question, relative aux sanctions disciplinaires au sein de l'administration pénitentiaire, a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2019-781 QPC. Seront entendus aujourd'hui l'avocat de la partie requérante, les avocats des parties intervenantes et le représentant du Premier ministre. Maître Derer. La question en fait qui vous est posée est relativement simple, contrairement peut-être à celle qui vous ont été posée avant, et à mon sens la réponse que vous y apporterez sera marquée du sceau de l'évidence. En réalité, peut-on sanctionner un fonctionnaire, et plus précisément un fonctionnaire des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, sans qu'aucune garantie des droits de la défense ne soit respectée, ni même aucun principe du contradictoire? Telle est simplement la question qui vous est posée. Un bref rappel des faits. En janvier 2018, un mouvement social de surveillants pénitentiaires a eu lieu, et rapidement, l'administration a demandé effectivement à ce que les fonctionnaires soient sanctionnés. Toutefois, ces fonctionnaires ont été sanctionnés très tardivement, plusieurs mois après les faits, et comme je vous l'ai indiqué, sans aucune garantie des droits de la défense. Les fonctionnaires n'ont pas été informés qu'une mesure disciplinaire était engagée contre eux, n'ont pas été informés qu'ils pouvaient avoir le droit, par exemple, de consulter leur dossier, et notamment, et plus important encore, n'ont même pas été amenés à discuter la matérialité des faits qui leur sont reprochés et qui peuvent aboutir à des sanctions lourdes. Nous ne trouvons, premièrement, aucune précision précise sur les manquements qui sont réellement réprimés, et bien plus, aucune échelle des sanctions n'est prévue dans ces cas-là. Donc pour nous, effectivement, le principe de l'égalité des peines n'est pas respecté par ces dispositions. Et ces principes de droit de la défense ont pour corollaire le principe du caractère contradictoire de la procédure. C'est votre décision du 29 décembre 1984, confirmée par votre décision du 29 décembre 1989. Et bien plus, dans votre décision de 2006 que j'ai citée tout à l'heure, le principe des droits de la défense est applicable à toute forme de sanction ayant le caractère d'une punition, y compris les sanctions disciplinaires. Ces dispositions, comme vous le constaterez, ne respectent pas ce principe minimal du contradictoire et ce principe minimal des droits de la défense. Les fonctionnaires, les 3 fonctionnaires qui interviennent dans cette procédure, ont été sanctionnés sans même avoir été entendus sur les faits. Alors finalement, on ne demande pas grand-chose. On ne remet pas en cause l'interdiction de principe du droit de grève. Ce serait absurde, bien entendu que c'est un intérêt supérieur. Mais quand il y a volonté de sanctionner, l'État ne peut pas faire abstraction des faits et doit donc, à minima, écouter, entendre ce que la personne qu'il entend sanctionner a au moins à dire sur les faits qui lui sont reprochés. De plus, et c'est un argument qui est avancé par la partie adverse, ces dispositions et ce régime particulier seraient mis en place pour sauvegarder l'ordre public et la continuité des services publics dans une logique d'urgence. Alors, l'ordre public et la continuité des services publics ne sauraient remettre en cause l'application d'un minimum de contradictoire et de principe du contradictoire. Et, en toute hypothèse, la chronologie des faits nous démontre que l'urgence n'était absolument pas la cause et ce qui a généré effectivement le fait que les fonctionnaires ont été sanctionnés. Donc si en 2003, vous avez jugé que même dans le cas de mesures de police, le requérant devait à minima être entendu sur les faits, il ne pourra en être différemment pour une mesure de sanction et à considérer même que vous la qualifieriez de mesure de police. Maintenant, nous allons écouter Maître Camille Magna-Sébil. Depuis plusieurs décennies, en effet, la récurrence des mouvements de contestation dans les prisons françaises démontre que la sévérité des dispositions déférées ce jour à votre censure n'a pas de prise sur le maintien de l'ordre public. Cette sévérité-là, elle n'a en réalité que peu d'effet sur l'endiguement des mouvements contestataires au sein des prisons. Leur relative récurrence depuis plusieurs décennies démontre que la privation des garanties disciplinaires n'a pas d'effet dissuasif. A contrario, son maintien attise les colères et les crispations. Dans ces conditions, en effet,
L'arbitraire de l'administration est total, puisque l'agent ne peut s'expliquer ni sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés, notamment, c'est la question centrale, la question de sa participation à un mouvement de cessation concertée du service, ni non plus sur la question de la nécessaire préservation de l'ordre public, et il ne peut pas non plus s'expliquer sur le choix de la sanction qui est opérée. Pourtant, sanctionner en respectant une procédure contradictoire ne signifie pas ne pas sanctionner. Accorder des garanties disciplinaires à ces agents ne signifie pas banaliser le manquement à l'interdiction qui leur est faite. Ces agents ont en effet été sanctionnés près de 7 mois après le mouvement de grève de janvier 2018. Qu'est-ce qui pourtant aurait empêché l'administration dans cet intervalle de mettre en œuvre une procédure contradictoire? Cette dispense ne répond à aucune nécessité au titre de l'urgence que pourrait avancer l'État dans la préservation de la sécurité au sein des établissements, puisque c'est bien a posteriori, et même bien a posteriori, qu'interviennent les sanctions. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, vous avez aujourd'hui la possibilité de mettre un terme à la trop grande sévérité de ces dispositions en les déclarant inconstitutionnelles. Il est inacceptable que cette situation perdure au sein d'une profession qui est déjà en grande souffrance, qui est constamment menacée et agressée. Le maintien d'une dispense des garanties disciplinaires dont on constate l'inefficience n'aurait pour conséquence que de cristalliser les relations entre l'administration pénitentiaire et les agents déjà en place, mais pire encore, de décourager les vocations futures, ces vocations qui sont indispensables pourtant au bon fonctionnement de l'institution pénitentiaire. Maître Cécile Janura. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, je ferai de brèves observations. Je m'en rapporterai en fait pour l'essentiel à l'instruction écrite, ainsi qu'aux observations orales en fait de mes confrères, consoeurs, auxquels je souhaite néanmoins apporter quelques compléments. Le milieu carcéral est aujourd'hui plus que jamais un concentré de passions tristes, pour reprendre l'expression de Spinoza, concentré de haine, de peur, d'anxiété, mais aussi désormais de radicalisation. 4500 surveillants ont été agressés en 2018, et quand je parle d'agression, ce sont en fait des hospitalisations et ou des ITT. Et beaucoup souffrent de pathologies souvent liées à leurs conditions de travail. C'est précisément le cas de ma cliente. Le 22 juin, pourtant, elle s'est vue notifier une exclusion temporaire de 10 jours pour avoir prétendument pris part à un mouvement de grève à la date du 29 janvier 2018. Alors, très exactement, ma cliente a produit un arrêt de travail pour la période du 26 janvier au 4 février. Cet arrêt a été prolongé sur avis du médecin de prévention. Sa pathologie est classée parmi les affections en fait de longue durée. Elle fait l'objet de prescriptions particulières de la part du médecin de prévention depuis 2016. Elle a reçu des soins infirmiers pendant son arrêt de travail. Et pourtant, 6 mois après, le 22 juin, elle reçoit notification d'une exclusion temporaire de 10 jours, dont 5 mois fermes. C'est la double peine, en fait. Alors, il faut savoir que ces exclusions temporaires ont des conséquences très concrètes. Elle aura une retenue sur traitement. Elle a perdu des jours de congé. Pour 10 jours d'exclusion, c'est à peu près 2 jours de congé payés, supprimés pour l'agent. Elle perd une partie de son indemnité de charge pénitentiaire. Elle perd une partie de ses droits à la retraite qu'elle devra rattraper en fin de carrière. Et il lui est impossible d'être inscrite sur le prochain tableau d'avancement. Voilà très concrètement quelles sont les conséquences administratives et financières des exclusions temporaires qui ont été prononcées, puisque toutes les sanctions qui ont été prises sont des exclusions temporaires de fonction. Mais de cela, de sa situation à elle n'a pas pu faire état, puisque précisément l'article 3 de l'ordonnance de 1958 ne permet pas aux surveillants pénitentiaires de pouvoir s'expliquer avant qu'une sanction ne soit prononcée. Il ne permet pas ce principe de contradictoire qui aurait permis à ma cliente de pouvoir apporter les justificatifs sur sa pathologie, sur son arrêt, sur sa situation.
Selon les informations qui m'ont été communiquées par le syndicat national pénitentiaire Force ouvrière, les sanctions prononcées ont toutes été des sanctions d'exclusion temporaire de fonction. Alors l'administration pénitentiaire nous dit qu'elle sanctionne pour faire face au maintien de l'ordre public dans les établissements pénitentiaires, sous-entendu pour faire face à l'absentéisme en fait, de certains agents grévistes, mais elle les sanctionne comment? En les excluant du service. Donc on peut déjà aussi s'interroger sur l'objectif poursuivi avec ces sanctions. Le Premier ministre ajoute même dans le cadre de cette instance que ces exclusions seraient des mesures de police et non pas des sanctions disciplinaires. Alors outre le fait qu'il ne saurait y avoir dans les rapports entre une administration et ses agents des rapports de police, une mesure de police qui est prise au maintien de l'ordre public et qui intervient après coup, des mois après, pour moi, n'en est pas une, pour toutes les raisons que nous avons développées par écrit. Ces exclusions temporaires de service sont en outre totalement contre-productives, compte tenu de leur modalité d'application, des mois, voire des années plus tard. Parce qu'à ce jour, il faut savoir que la plupart de ces sanctions n'ont toujours pas été exécutées. Pourquoi ? Parce que leur exécution même désorganise le service. Par exemple, au centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Madelonnes, sur 220 agents, il y a eu 130 exclusions. À Val-de-Reuil, sur 200 agents, sans exclusion. Le centre pénitentiaire en fait, de Nantes est intervenu en renfort dernièrement pour pallier l'absence en fait, de collègues qui exécutaient leurs sanctions d'exclusion. C'est-à-dire qu'en fait, ces exclusions prononcées, donc un objectif, c'est de préserver en fait, le maintien de l'ordre dans les établissements, mais des mois plus tard, et lorsqu'elles sont exécutées, elles désorganisent le service au point qu'en fait, on est obligé de faire appel à d'autres établissements. L'administration gagnerait donc, elle aussi, à ce que les droits de la défense et à tout le moins le principe du contradictoire soient respectés pour que de telles sanctions puissent être évitées, notamment lorsqu'elles n'ont absolument pas lieu d'être prononcées. Dans un article en fait, paru en 2010 dans une revue qui est bien connue des constitutionnalistes, la revue Pouvoir, Marcel Pochard, qui est conseiller d'État honoraire, spécialiste du droit de la fonction publique, dresse un rapport sur la fonction de surveillant pénitentiaire. Il rappelle que les surveillants n'ont pas le droit de grève et qu'ils peuvent être sanctionnés en dehors de toute garantie disciplinaire, en ajoutant sur ce point, et je me permets de citer Marcel Pochard, que l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958, celle qui vous est soumise aujourd'hui, n'est pas sans poser un sérieux problème de constitutionnalité, compte tenu des exigences de plus en plus fortes manifestées par le Conseil constitutionnel quant au respect des droits de la défense. Comme nous, aujourd'hui, il plaide ainsi en faveur de la mise en place de garanties disciplinaires. Comme nous, aujourd'hui, il plaide non pas pour la suppression de l'interdiction du droit de grève, mais pour qu'un minimum de garanties disciplinaires soit accordé aux fonctionnaires, ne serait-ce que pour qu'ils puissent se défendre de ne pas y avoir participé. Comme nous, aujourd'hui, il plaide pour que les droits de la défense soient restaurés et respectés. Alors Marcel Pochard écrivait lui-même que ces droits, sous-entendus les droits de la défense, ne soient pas ceux d'un conseil de discipline est une chose, qu'il n'en existe aucun est une autre chose. Pour cela, pour la mise en place d'un minimum de garanties disciplinaires, il faut un préalable. Et ce préalable, mesdames et messieurs les membres du Conseil constitutionnel, c'est de déclarer contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958. Je vous remercie. Merci, maître. Monsieur Blanc, pour le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel. En vertu de votre jurisprudence constante, si le droit de grève garanti par le préambule de la Constitution de 1946 a une valeur constitutionnelle, vous considérez néanmoins que le pouvoir constituant a entendu habiliter le législateur à y apporter des limites pour opérer une conciliation nécessaire entre, d'une part, la défense des intérêts professionnels et, d'autre part, la sauvegarde de l'intérêt général. Il est ainsi admis que la loi puisse aller jusqu'à interdire le droit de grève aux agents, dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des éléments du service public, dont l'interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays. C'est notamment votre décision
du 25 juillet 1979, 105 décès. L'auteur de la question et les parties intervenantes contestent que les mesures prises en application de l'article 3 de l'ordonnance de 58 puissent revêtir le caractère d'une mesure de police, en faisant valoir que lors du mouvement de grève du mois de janvier 2018, les sanctions prononcées à l'encontre des agents grévistes ont été prises plusieurs mois après les faits qui les ont justifiées. Ce mouvement de grève, d'une ampleur sans précédent, qui a eu lieu à la suite de l'agression d'un surveillant le 11 janvier dans l'établissement de Vindol-le-Vieil et dans le Pas-de-Calais, s'est traduit par le blocage de très nombreux établissements, jusqu'à 123 établissements sur les 188 qui existent en France. Même si la constitutionnalité de la loi ne dépend pas des conditions dans lesquelles elle est appliquée, les mesures prises en vertu des dispositions contestées, même lors des mouvements de grève du mois de janvier 2018, telles qu'elles ont été annoncées par la garde des Sceaux, ont bien eu pour finalité essentielle la préservation de l'ordre public et le rétablissement d'un fonctionnement normal du service pénitentiaire. Pour ces raisons, je vous invite donc à déclarer l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958 conforme à la Constitution. Madame la conseillère Maestracci. Merci, Monsieur le Président. C'est juste un élément de contexte parce que les chiffres qui nous ont été donnés sur Villeneuve-les-Maglones et Val-de-Reuil sont extrêmement importants. Est-ce que vous pouvez nous dire, les uns ou les autres, quel est le nombre des sanctions qui ont été prononcées à l'occasion de ce mouvement de janvier 2018 ? Sur le nombre total de sanctions qui ont été prononcées à l'occasion ou à la suite des mouvements de janvier 2018, elle approche, le nombre approche 2000 sanctions, exactement 1983 sanctions. Oui, je vous remercie, étant donné qu'en fait, on reprenait les chiffres qui m'avaient été communiqués par le syndicat pénitentiaire, en fait, Force ouvrière, qui m'a donné quelques exemples de ce qui lui est remonté, en fait, sur 2 établissements. Mais globalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, ces sanctions, la plupart ne sont même pas appliquées parce que pas applicables. Et le représentant du Premier ministre nous dit qu'en 2019, à la suite de certains blocages, en fait, il y a eu des sanctions qui ont été prises dans les 2 jours. Je veux dire, 2 jours ou 8 mois, le principe même, c'est-à-dire en fait de la sanction a posteriori, enlève tout crédit à la démonstration qui consiste à dire que la sanction va permettre le maintien de l'ordre public. En réalité, ce qu'on essaie de nous démontrer, c'est qu'elles auraient un effet dissuasif. On voit bien qu'en 2019, en fait, les sanctions 2018 n'ont eu aucun effet dissuasif pour 2019. Et le mouvement de 2018 est sans précédent, mais en 1992, il y a eu un énorme mouvement de grève également. Et l'administration pratique à chaque fois de la même manière, avec ces sanctions d'exclusion qui sont prononcées plusieurs mois après et qui sont totalement inapplicables. Alors que si, en fait, on mettait en place un système qui permette des garanties disciplinaires, même adaptées, mais ne serait-ce qu'avec un minimum de garanties pour respecter le principe du contradictoire, on diminuerait fortement aussi le nombre de sanctions totalement injustifiées. Voilà. Merci, maître. Pas d'autres observations. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur le conseiller Mézard. Oui, ma question s'adresse à monsieur Blanc. Comment l'administration apprécie le fait que l'agent est en grève ou pas, compte tenu des explications qui nous ont été fournies? Monsieur Blanc. Alors, je ne suis pas capable de vous répondre exactement précisément. Il me semble qu'il faut se déclarer gréviste quand même. Donc au moment des blocages, ça a été le cas. Oui, je ne peux pas vous dire. C'est par rapport à la cessation du service. Je pense que peut-être que d'autres... Oui, maître, Excusez-moi. je vous en prie. C'est effectivement une très bonne question, puisqu'en fait, la manière dont l'administration apprécie si un agent est gréviste ou pas, en l'occurrence dans mon cas de figure et dans celui de ma consoeur, c'est l'arrêt maladie qui a été en fait adressé à l'employeur par les agents. Pour mon cas de figure, à partir du moment où cet arrêt maladie, qui en fait couvrait une période du 26 janvier au 4 février, comprenait la date du 29 janvier qui a été considérée par la direction interrégionale, là en l'occurrence c'était Lille, par la direction
interrégionale comme une date où il y avait eu un nombre trop important d'arrêts maladie, elle a considéré que toutes les personnes qui étaient en arrêt de travail à cette date étaient réputées grévistes. Voilà la manière dont l'administration apprécie si les agents ont été grévistes ou pas. Merci, maître. D'autres questions? Oui, Madame la conseillère Dominique Lotin. Juste une question. Est-ce qu'il existe un droit de réquisition des personnels? Monsieur Blanc. Alors, il me semble que oui, mais je vous répondrai peut-être plus précisément par écrit si vous avez besoin d'une référence précise du fondement légal sur lequel la réquisition peut avoir lieu. Oui. Alors, je vois les hochements négatifs de tête. Non. Alors, maître, venez là. Excusez-moi, oui, il existe en fait, mais il n'est pas utilisé. Très bien. Si vous voulez nous faire des notes en délibéré, vous pourrez le faire. D'autres questions? Il n'y en a point. Très bien. Eh bien, nous allons réfléchir à tout cela et nous rendrons notre décision également le 10 mai. L'audience est levée. Bonne journée à tous.